sexe-genre, ce que nous en disent les neurosciences. Donc en 1949, c'était avant-hier, Simone de Beauvoir, dans son livre Le deuxième sexe, a écrit la fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Et c'est une source de la question actuellement. C'est est-ce qu'on est déjà totalement déterminé, homme-femme, ou est-ce qu'on le devient petit à petit? Est-ce qu'à la naissance, on a un cerveau unique, qu'on soit homme ou femme, on a le même cerveau, et ensuite ce cerveau va se féminiser ou se masculiniser au cours de notre vie? Est-ce que la question est assez claire? Donc c'est la question qu'elle soulève dans le fond, en affirmant, elle, que non, on ne naît pas femme. Sous-entendu, elle pensait à l'époque, mais vous voyez, c'est avant-hier, que le cerveau d'un nouveau-né n'avait pas de sexe, en fait. Bon, aujourd'hui, la question tourne autour du terme dysphorie de genre. La définition, c'est la dysphorie de genre qualifie celui ou celle qui estime que l'anatomie qui est la sienne, son corps, son sexe apparent, ne correspond pas à ce qu'il pense être, ce qu'il définit comme son genre. D'accord? Donc c'est un drame terrible pour l'enfant, d'avoir l'impression d'être tombé dans le mauvais corps. Il se sent femme et il tombe dans un corps d'homme, ou il se sent homme et il est tombé, il est né dans un corps de femme. Donc c'est un réel malaise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, on est invité à se poser la question, mais dans le fond, c'est quoi le masculin et le féminin? Est-ce qu'on a tous un peu de masculin en soi, tous un peu de féminin en soi, avec un mélange variable? Les femmes auraient plutôt de la féminité en elles, mais un peu de masculinité. Les hommes, plutôt de la masculinité et un peu de féminité, comme on l'entend dire des fois. Ou est-ce que c'est pas tout à fait ça? Donc voilà, donc du coup, je vous propose 3 questions. Y a-t-il une part innée à la naissance dans la personnalité d'homme ou de femme? Est-ce qu'à la naissance, un cerveau de femme est déjà un peu féminin et un cerveau de petit garçon qui naît garçon est déjà masculin? Deuxième question, eh bien, comment réfléchir sur cette souffrance de beaucoup de jeunes ou de jeunes enfants? Ai-je le corps qui convient à ma personnalité? Et la troisième question, dans le fond, elle est plus globale. C'est de manière à pouvoir parler du masculin et du féminin de manière juste, quel langage peut-on tenir aujourd'hui? Donc, nous, on va réfléchir là-dessus, mais en se limitant le plus possible à ce qu'en dit la science. Parce que les philosophes peuvent en parler, les sociologues, bien sûr, les historiens, les théologiens, mais nous, on va en parler en scientifique. D'accord? Et donc, pour le faire de manière bien scientifique, j'ai choisi 4 personnalités un peu extraordinaires parmi les scientifiques. Simon Baron-Cohen, qui est anglais, Dan Siegel, qui est américain, Ruth Feldman, qui est israélienne, mais qui enseigne aussi aux États-Unis, et puis ce bon vieux Charles Darwin. Homme très attachant, pour ceux qui connaissent sa vie. Vous savez, Charles Darwin, sur son lit de mort, a appelé sa femme et lui a dit « Souviens-toi de la bonne épouse que tu as été ». C'est beau, non? Je trouve que c'est très beau. Je suis très touché par cette attitude. Voilà, donc il m'est très sympathique. Donc en trois parties, premièrement, naître. Comment on est quand on est. Ensuite, ce problème du lien entre corps et esprit, corps et personnalité. Et troisièmement, dans le fond, finalement, qu'est-ce que sont le masculin et le féminin? Tout d'abord, naître. Eh bien, les neurosciences, contrairement à la sociologie, n'ont absolument aucun doute, en fait.
C'est-à-dire que dans le cerveau, il n'y a aucun doute, les neurosciences depuis 20 ans décrivent chaque mois, des articles chaque mois, décrivent la formation de la personnalité masculine et féminine, et cela bien avant la naissance. Et celui qui l'a écrit récemment comme une sorte de synthèse, en 2017, c'est Arthur Arnold, donc, qui décrit une General Theory of Sexual Differentiation pour montrer comment le cerveau se masculinise ou se féminise. Et donc, on présentera, nous, les résultats d'une équipe, celle de Simon Baron-Cohen, parce que c'est très actuel et c'est une sorte de démonstration parmi toute la littérature. Je trouve que sa démonstration et celle des membres de son équipe est un peu extraordinaire. Donc, on va le faire au travers de questions. À la naissance et les mois qui suivent, les enfants de sexe masculin et de sexe féminin, premièrement, est-ce qu'ils se comportent pareil? Sous-entendu, est-ce qu'à la naissance, dans une maternité, les petits gars et les petites filles se comportent de la même manière? D'accord? Dès la naissance. Pour voir si ils ont déjà quelque chose dans le cerveau de femmes ou d'hommes selon leur sexe. Ça va? Donc c'est ce que l'équipe de Simon Baron-Cohen fait en Angleterre, avec une forte présence dans les maternités ou dans les services de pédiatrie, dans les écoles. Et donc, de fait, ce qui est très clair, c'est que les nouveau-nés filles tendent plus à suivre le regard de ceux qui les entourent, sont plus sensibles aux messages de détresse. Dans une maternité, ils ont coté, bien sûr, tout ça très sérieusement avant de l'affirmer, les petites filles ont plus tendance à chercher les yeux des gens qui les entourent. Et petit à petit, au cours des jours, les yeux de leur maman. Les petits gars, beaucoup moins. Ils sont moins attirés par les yeux. Et dès 2 ans, les filles ont souvent plus d'aptitude à la communication verbale et non verbale, c'est-à-dire se faire comprendre par des gestes, des attitudes. Les petites filles excellent dans l'aptitude à se faire comprendre par des gestes, plus que les petits gars en moyenne. En moyenne, tout ça, ce sont des moyennes. Les garçons excellent aussi, mais pas tout à fait pour les mêmes choses. Les garçons ont un goût plus marqué que les filles pour l'analyse, la recherche des règles générales. Moi, j'ai 15 petits enfants, à peu près une moitié de garçons, et c'est très net que les petits gars me courent après, globalement, pour me demander... il y a une lumière, pourquoi elle s'éteint, elle s'allume, etc. Tout de suite, le mécanisme les passionne. Bon, il y a des petites filles aussi que ça intéresse, mais en moyenne, c'est bien que des moyennes. En effet, en moyenne, les garçons s'intéressent plus aux règles générales, aux mécanismes, comment les choses fonctionnent-elles. C'est-à-dire que globalement, les petites filles ont une inclination, c'est-à-dire un désir, un goût et une aptitude pour l'empathie envers les proches. Comment ça se passe dans le cœur de ceux qui m'entourent? Il y a un don particulier pour l'empathie. L'empathie, c'est un terme, vous avez l'habitude? L'empathie, c'est à la mode l'empathie. Donc c'est s'intéresser à ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et le comprendre. Il y a 2 empathies. L'empathie émotionnelle, affective, c'est je suis touché par ce qui se passe dans le cœur de l'autre, et l'empathie cognitive, c'est-à-dire je comprends ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Le cognitif, c'est plus, on comprend plus. Les garçons s'intéressent plus, ont plus une empathie cognitive. Qu'est-ce qui se passe donc dans son cerveau au sens de quel est le problème? Alors que les petites filles en moyenne, c'est quelle est la souffrance qu'elle a, plus en moyenne. Et ça reste toute la vie, ça. Et les garçons ont donc une inclination, un goût, une aptitude pour comprendre ce qui se passe dans les systèmes, en moyenne. Donc, la deuxième question que s'est posée Simon Baron-Cohen et les gens de son équipe, est-ce qu'il y a une variabilité ou c'est binaire? Les garçons, c'est que la mécanique, les filles, c'est que le cœur. Bien sûr que non, c'est pas du tout ça, il y a un continuum en fait. Chacun d'entre nous est tout à la fois empathique et s'intéresse au mécanisme, qu'on soit garçon ou fille, il n'y a absolument aucun doute. Ce sont des dons que nous avons tous, c'est notre commune humanité. Mais c'est
dès la naissance, la fille a bien souvent une inclination, une aptitude pour l'empathie envers les proches. Ça ne lui enlève pas le goût et l'aptitude au mécanisme, mais c'est une sorte de facilité en somme, de facilité. De la manière qu'il y a des gens qui sont forts en musique, d'autres forts en lettres, d'autres forts en maths, eh bien en moyenne, bien souvent les filles sont fortes en empathie. Et les garçons, nous les garçons, eh bien souvent nous avons une aptitude et un goût particulier pour la compréhension des systèmes et la recherche des règles systématiques, comment ça fonctionne en général. Donc la question s'est posée, c'est comment, pourquoi, d'où ça vient, et Baron Cohen donc a posé une question, c'est est-ce que c'est dû à la testostérone? Parce que dans tous les travaux de neurosciences, on montre que la testostérone a un rôle important dans la maturation du cerveau. Donc il s'est posé, est-ce que la testostérone sécrétée par l'enfant pendant la vie intra-utérine, dans le ventre de la maman, intervient dans la formation du cerveau? Donc, est-ce que cette fameuse testostérone, donc, qui est l'hormone majeure de l'homme, est-ce qu'elle est en effet liée à ce qu'on vient de décrire comme particularité du garçon et de la fille? Et or, on dispose pour des milliers d'enfants de dosage de la testostérone dans le liquide qui l'entoure, dans le ventre de la mère. On a beaucoup de cas, beaucoup de situations où on prélève un petit peu ce liquide, donc pendant la grossesse. Et donc, d'où est venue l'idée, mais on va regarder le lien, on regarde les enfants, la manière de se comporter à l'école, et on regarde, et on les classe en termes de goût pour l'empathie ou goût pour la mécanique, vous voyez, sans savoir la testostérone. Et puis après, on regarde pour ces mêmes enfants la quantité de testostérone qu'ils avaient autour d'eux quand ils étaient dans le ventre de leur maman. Vous voyez, c'est presque une étude en aveugle, c'est une bonne méthode scientifique. La testostérone dans le liquide amniotique, elle est en quantité très variable en fait. Si vous voulez voir, moi j'ai les données pour le CHU de Lyon, sur 250 enfants, on voit comme ça varie, c'est énorme. Et en général, elle est beaucoup plus élevée chez les garçons, mais très variable. Il y a des garçons qui, quelque part, dans le ventre de leur maman, nagent dans la testostérone, si j'ose dire, et d'autres en ont, mais pas tant que ça. Et les petites filles, en général, en ont très peu, mais quelques-unes en ont plus que les autres, vous voyez? Ce qui fait que je mettrais les garçons comme ça, vers le haut, et les filles sont comme ça. Il y a un petit chevauchement. Et donc, est-ce que ça a à voir quelque chose avec ce qu'on observe chez le petit? Eh bien, voilà un exemple de graphique, c'est-à-dire que la testostérone est en bas, ici en abscisse. Vous voyez, elle est extrêmement variable d'un enfant à l'autre, entre 0 et 2, et donc extrêmement variable. Et ici, en ordonnée, on a le goût pour l'analyse mécanique. À 40, un goût très fort, ou au contraire, à 10 ou moins, un goût faible pour la mécanique, s'intéressant plus à ce qui concerne le cœur, en fait. Donc, vers le haut, plutôt la mécanique, vers le bas, le cœur. Et on a sur ce graphique des triangles, ce sont les garçons, et des petits ronds, ce sont les filles. Bon, on n'est pas étonné que les triangles soient plutôt vers la droite, beaucoup de testostérone. Les ronds sont vers la gauche, peu de testostérone, ce sont les petites filles. Donc on n'est pas étonné, mais on voit quand même que c'est pas coupé au couteau. Il y a quelques mélanges ici, au milieu, il y a un endroit où on a des petits gars et des petites filles. Vous voyez ça? Si on regarde maintenant vers le haut, on trouve surtout beaucoup de triangles. Vers le bas, c'est beaucoup plus mélangé, c'est plutôt des ronds. Donc en effet, vers le haut, c'est-à-dire analyse mécanique, c'est plutôt des garçons. Vers le bas, c'est plutôt des filles. Et il y a un lien très fort entre la quantité de testostérone et cette aptitude, vous voyez. Et donc, c'était une étude qui a marqué en 2006, qui montrait qu'on avait bien observé ces enfants sans savoir les testostérones, et c'était bien en relation avec ce que le petit enfant a vécu dans le ventre de sa maman. Et donc, un grand nombre d'études sont sorties ensuite, et avant déjà,
et depuis énormément, montrant que, en effet, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur ces caractéristiques des enfants dès leur naissance sont, entre autres, liées à la testostérone, pas uniquement. En fait, il y a deux choses, c'est que dans chaque neurone de la tête, il y a les chromosomes XX pour une petite fille et XY pour un garçon. Et bien ces chromosomes, ils ne restent pas inactifs, ils agissent dans la cellule. Et il y a aussi le fait que les garçons, nous avons plus de testostérone. Donc il y a deux choses qui agissent, il y a nos hormones et nos chromosomes. Donc, globalement, la manière de résumer de Simon Baron-Cohen, c'est de dire que le cerveau féminin est principalement câblé, ce qui n'est pas très joli, mais pour l'empathie, et le cerveau masculin est principalement câblé pour la compréhension et la construction des systèmes. C'est-à-dire que les gènes et les hormones orientent notre personnalité avant même la naissance. Donc, en effet, il est faux de dire on ne naît pas femme, il est vrai de dire on le devient, on le verra après, mais on naît effectivement déjà avec une orientation dans notre cerveau qui convient pour notre corps, quelque part. On a le cerveau qui va avec notre corps. C'est-à-dire qu'on aura un horizon différent, garçons et filles, donc la nature nous prépare en fait. Mais en effet, Simone, elle avait raison de dire, Simone de Beauvoir, qu'on le devient parce que c'est un potentiel qu'on développe. Notre potentiel d'homme ou de femme, on le développe toute notre vie. C'est pas mécanique, c'est pas obtenu. Donc, on entre maintenant dans l'acte très actuel, c'est-à-dire cette question actuelle, est-ce que je ne suis pas par hasard tombé dans le mauvais corps? Est-ce qu'il y a un lien entre mon corps et mon cerveau? C'est donc le problème actuel de la dysphorie de toutes les personnes qui expriment un certain malaise. Donc, la première question que les scientifiques se sont posées, mais à quel âge, jusqu'à quel âge se poursuit le développement de l'identité sexuelle? Sous-entendu, est-ce que, donc on a vu qu'à la naissance, on est déjà un peu dans notre cerveau garçon comme notre corps, ou un peu déjà fille dans notre tête comme notre corps. Est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'on a, de la manière qu'on croit en grandeur, on croit en beaucoup de capacités, est-ce que notre identité sexuelle va continuer à se développer jusqu'à quand? Est-ce que vous voyez la question? Si c'est tout fini à l'âge de ces enfants sur cette image, eh bien c'est fichu, ils ne changeront pas. Au contraire, s'ils sont en cours de croissance, de la même manière qu'ils n'ont pas acquis leur taille complète, etc., bon ben à ce moment-là, c'est un trouble de croissance. Vous voyez, est-ce que c'est un trouble de croissance, mais ils sont en croissance, ou c'est fini pour eux, il n'y a plus rien à espérer, tout est terminé? Donc la question c'est, jusqu'à quel âge se poursuit le développement de l'identité sexuelle? Et donc pour faire ça, j'ai pris Dan Siegel, qui est un homme extraordinaire. Il est traduit en français, donc si vous êtes intéressé, vous trouverez des livres. Il y a des livres pour les adultes et des livres pour les jeunes. C'est un prof de psycho de Californie, chercheur et très grand pédagogue. Il travaille notamment avec le Dalai Lama sur toutes ces choses-là, en fait, sur le cerveau. Dalai Lama est un homme très passionné par le cerveau. Et donc il y a beaucoup de chercheurs autour de lui. Et c'est lui qui a mis au point le vocable deuxième douzaine, dont je vais vous parler. Et un vocable extrêmement important. Et il parle de ce qu'on appelle l'essence de l'adolescence. Qu'est-ce que vraiment l'adolescence? Eh bien, l'identité sexuelle, en fait, se développe de la conception jusqu'à 22-24 ans. C'est-à-dire que donc l'identité sexuelle n'a trouvé sa pleine maturité qu'au-delà de 20 ans. Souvent dès 22 ans chez la fille, plutôt un peu plus tard, vers 24 ans chez le garçon. Tout ça avec des variations évidemment. Il y a toujours des gens précoces et des gens tardifs. Moi, mon père m'avait dit,
Je me demande pourquoi il m'avait dit ça, mais il m'a mis en garde. Il est mort, j'étais jeune, mais il m'avait mis en garde, il m'a dit, René, sois prudent, sache qu'un homme n'est adulte qu'à 25 ans. Il m'a laissé ça comme ça, et il m'a rendu service. Je crois qu'il voulait dire, fais attention, ne prends pas des décisions trop définitives trop tôt. Je pense. Voilà. Et en effet, il n'avait pas fait de neurosciences, mais on dirait qu'il en avait fait. Les neurosciences disent qu'on termine la maturation de notre cerveau peu avant 25 ans. Et notamment, l'identité sexuelle se construit dans ces 3 étapes. Une première étape, on a déjà un peu abordé, qui commence à la conception, et donc qui va se terminer lorsque l'enfant a 1 an. Cette première étape se termine lorsque l'enfant a 1 an. Je vais vous en parler. La deuxième étape, c'est l'enfance. Les petits gars qui sont à l'école, on les voit sortir de l'école. Les petits gars, vous voyez, 6 ans, 8 ans, vous voyez à peu près le genre de petits bonhommes, de petites bonnes femmes. Et puis, la troisième étape, qui est la fameuse deuxième douzaine, qui commence à la puberté et qui se termine à 22 ou 24 ans. Donc la première étape, on a déjà parlé de ce qui se passe dans le ventre de la maman, qui donc donne les fondations du masculin et du féminin. Ce sont des fondations. Il n'y a pas encore les murs, mais il y a les fondations. Et la première année de l'enfance, c'est ce qu'on appelle la mini-puberté. Parce que c'est un peu comme la puberté, il y a des hormones qui sont sécrétées de manière non négligeable pendant quelques mois, chez la fille des estrogènes, chez le garçon de la testostérone, et qui continuent à agir, on ne connaît encore que quelques effets sur le cerveau, mais qui continuent à agir pour masculiniser ou féminiser. Voilà. Je ne vais pas développer, ça nécessiterait, en gros, si vous voulez, ça nous dit simplement la première année de l'enfant, la masculinisation et la féminisation continuent. La deuxième partie, c'est l'enfance. L'enfance, il n'y a pas du tout de différence hormonale entre un petit gars et une petite fille. En fait, l'enfant est comme en stage. Vous savez, vous avez entendu dire qu'il y a une plasticité cérébrale. Ah, c'est la mode, la plasticité cérébrale aussi. C'est la mode, Le cerveau, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle, le cerveau. Si je m'en sers, ça se développe. Eh bien, l'enfance, c'est le moment où on développe nos muscles dans la tête. Et en fait, si vous voulez, on ne peut pas tous devenir Mbappé, non? Vous êtes d'accord? Mais si Mbappé reste dans un fauteuil, ça ne devient pas qui il est. Il faut non seulement avoir des aptitudes innées, mais il faut aussi faire de la pratique. C'est pareil pour la masculinité et la féminité. Jusqu'à 1 an, les hormones et les gènes s'en occupent. Ça fait de nous un petit gars ou une petite fille. Mais l'enfance, c'est un stage pendant lequel les garçons et les filles font ce qu'ils font comme jeu, etc. Il ne faut surtout pas les manipuler. Il ne faut surtout pas aller faire des bêtises comme ce qui est proposé, là, de s'amuser à faire porter des jupes aux garçons, etc. Ça, c'est des fantasmes d'adultes. Parce qu'en fait, le petit fait son stage. Laissons-le. Il a tout ce qu'il faut en lui. Et s'il a besoin de faire le mec, si c'est un garçon où il a besoin de jouer à la poupée quand même, laissons-le bien faire. Tout ça, tout est prévu. Il a reçu tout ce qu'il fallait pendant in utero et la première année. Et donc, là, il fait son stage. Il faut avoir un grand respect pour les habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à cet âge-là que le petit gars ou la petite fille commence à regarder les adultes et à voir qui va devenir. Donc, en effet, il est bon que dans nos familles, on montre que être un garçon, c'est génial, être une fille, c'est merveilleux, et qu'on développe dans nos familles l'admiration pour les deux sexes. C'est très très important parce que lui, il est en train de faire son stage. Donc, il est très important qu'il voit que c'est beau ce qu'il est. Vous voyez ? C'est tout à fait déterminant qu'il voit que ce qu'il est, c'est merveilleux. Et donc, c'est très très important qu'on évite des phrases maladroites.
par exemple, une phrase que j'ai entendue un jour d'une maman à son garçon, toi t'es gentil, t'es pas comme ton papa. Vous vous rendez compte la douleur du gosse. Et alors après, bien sûr, c'est difficile de se construire si on a des phrases maladroites ou des violences du père ou de la mère. Beaucoup plus sympathique, la deuxième douzaine. Donc de 12 à 24 ans, 10 à 22 ans, c'est géant, c'est l'adolescence, c'est extraordinaire. Ce n'est pas l'âge bête, c'est une mue du cerveau. Ce n'est pas une construction des pays modernes et riches. En effet, on a aussi une adolescence chez l'animal. Donc l'adolescence, c'est extraordinaire, c'est la mue du cerveau. C'est fantastique, et ça se passe en 3 parties. La puberté, la poursuite de l'adolescence et l'émergence de l'âge adulte, qui sont toutes les 3 des trésors. Nous, êtres humains, avons les 3. Les autres espèces, ça s'arrête après la deuxième ou après la première. Donc, nous avons une très longue adolescence, car nous avons tout ça à faire. De quoi s'agit-il? La puberté, ce sont environ 4 années qui nous rendent capables de transmettre la vie, en fait. C'est pour ça qu'on l'a en commun avec tous les autres mammifères. C'est le moment où les chromosomes XY qui ont, dès la vie dans le ventre de la maman, fait apparaître un testicule, eh bien, sécrète énormément de testostérone qui masculinise le cerveau du garçon, qui viennent compléter ce que font les chromosomes dans chaque cellule. Et chez la fille, donc, c'est XX qui a donc fait apparaître l'ovaire dans le ventre de la maman, qui sécrète non pas une, mais 2 hormones, les estrogènes et la progestérone, qui vont progressivement rendre la jeune fille encore plus femme et la rendre apte à transmettre la vie. Si bien que, à la fin de la puberté, on a tout ce qui permet de transmettre la vie sur le plan du corps. Mais il nous reste 8 années avant d'avoir fini de construire notre identité sexuelle. Donc, on va voir ce qu'on acquiert progressivement. Mais on a déjà ce qu'il faut pour transmettre la vie. On peut très bien être profondément amoureux, mais on peut aussi être amoureux à 6 ans, profondément amoureux. L'amour, c'est quelque chose qui est toute notre vie, heureusement, mais disons que les enfants, les jeunes qui sortent de puberté, ont l'aptitude à transmettre la vie sur le plan physique. C'est pour cela que nous l'avons en commun avec tous les mammifères au moins, et beaucoup de vertébrés. Ensuite, donc, ces 8 années au-delà, jusqu'à l'âge adulte, se décomposent environ en 2 parties à peu près de 4 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de la puberté, on poursuit ce travail de socialisation, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois, j'ai des petites filles qui sont à cet âge-là. Bon, les vacances avec papa, maman, c'est chicos, mais ça serait chouette de le faire plutôt en bande de potes. Donc là, les scouts, c'est merveilleux. Et c'est extraordinaire. En effet, le rôle majeur de cette période, c'est de quitter papa, maman et d'être capable de vivre dans la société. Et c'est tellement crucial, c'est une question de survie. Donc, même dans une cage, quand vous avez des petites souris dans un laboratoire, elles deviennent infernales. Elles deviennent infernales. Elles vous mettent le souk dans les cages, parce qu'elles quittent le giron de papa-maman, et il faut absolument, parce que papa-maman, à l'avenir, papa-maman, ils ne seront pas là. Donc il faut absolument, biologiquement et au niveau du cerveau, il y a des grands changements. Je vais en citer que 1 ou 2. On dit les jeunes prennent des risques. Et oui, en effet, parce qu'il faut bien prendre des risques pour vivre, pour quitter son petit calme. Et on prend des risques. Et on a même, souvent, à cet âge-là, un malaise quand il n'y a rien de neuf. Donc, moi je me rappelle, je m'ennuie, mes enfants ou moi-même, je m'ennuie, je n'ai rien à faire, je m'ennuie. En effet, parce que notre dopamine, la dopamine est très basse à cet âge-là, beaucoup plus basse que tout le reste de la vie.
La dopamine, c'est ce qui nous met dans un état de bien-être et de désir, c'est l'attente d'une récompense, la dopamine. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'hormone du plaisir. Et donc, en fait, il y a une perte de goût. Par contre, à cet âge-là, quand vous avez quelque chose de nouveau, hein, par exemple, subitement, je vais faire de la guitare. Ah bah ça y est, super, la dopamine monte au plafond, ça gicle, c'est le bien-être total, salut maman, salut papa, ce matin il nous traitait d'âne et puis maintenant il nous aime, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce que de fait, subitement il a enfin sa dose de dopamine, vous comprenez? Il est bien, enfin, mais dès le lendemain matin, ça s'effondre et il revient au niveau bas, donc c'est pas facile à vivre, c'est pas facile à vivre, mais pourtant c'est absolument nécessaire. La nature nous donne ça pour nous faire passer des caps et nous faire progresser. Donc ce temps est extrêmement précieux et ces mouvements qu'on a en soi sont très bons et très bons, vraiment. Il faut les accueillir avec fierté. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir devenir ce que l'on est. Hein. Donc ce temps est très important. Mais on n'a pas encore 20 ans, on n'a pas encore fait cette troisième étape de 4 ans qui est l'émergence de l'âge adulte, qui est un temps très particulier, qui est particulièrement développé et presque que chez l'être humain, et qui est le temps d'apprentissage du discernement, et qui se passe en particulier, ce qui est très visible en imagerie cérébrale, c'est le développement très actif du lobe préfrontal. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, dans notre cerveau, il y a une sorte d'hyperactivité de formation de cette zone du cerveau. Et à quoi ça nous sert, cette zone du cerveau? Jamais une zone du cerveau fait tout seul. C'est toujours en lien avec les autres. Mais le lobe préfrontal est le lieu de l'apprentissage du discernement. Je m'explique. Le discernement, c'est peser les choses très rationnelles et les dimensions plutôt affectives, émotionnelles, peser le pour et le contre tout autant du rationnel que de l'émotionnel, et d'être capable de dire, eh bien, je ferai ça, peut-être pas, ça serait peut-être pas ce que j'aurais fait spontanément, mais je sens que c'est ça qui est juste. C'est ça, on développe toute notre vie, hein, parce que c'est pas parce que le cerveau a fini de se développer à 22-24 ans qu'on a fini de se battre pour vraiment discerner. C'est toute notre vie. Et un petit enfant, bien avant, discerne déjà. Mais c'est un temps extrêmement riche, une sorte de fenêtre de notre vie, où cette dimension, apprendre à dire « je veux », va être extrêmement important. Et donc, on s'essaye toute notre vie, mais encore plus à cet âge. Pourquoi plus à cet âge? Parce que le cerveau nous y aide. On a cette zone du cerveau qui, à ce moment-là, se développe énormément. D'accord? Donc, ainsi, l'identité sexuelle, mais toute notre identité, se développe jusqu'à 24 ans chez le garçon, 22 ans chez la fille en moyenne. Et donc, vraiment, le fait qu'un enfant ou un jeune soit en difficulté avec son sexe, mais quoi de plus, j'ose dire, naturel? De la même manière qu'on peut avoir des difficultés en maths, des difficultés en français, on peut avoir besoin d'un orthophoniste. Moi, je pense personnellement qu'il y a une nouvelle profession qui doit apparaître. De la même manière qu'on a des orthophonistes pour nous aider quand on n'arrive pas bien à parler, eh bien des éducateurs qui nous accompagnent dans ce méandre de difficultés à devenir ce qu'on est sur le plan sexuel. C'est normal d'avoir des difficultés. Simplement, il ne faut pas nous laisser tomber. Il ne faut pas nous laisser tomber, parce que c'est difficile. Voilà. Donc, c'est ce que disent les neurosciences. La deuxième question concernant le corps et l'esprit, c'est, mais, et la liberté dans tout ça? On a l'air de nous dire que c'est tous nos gènes ou nos hormones, notre liberté. Hein. Donc, pour cette harmonie entre corps et esprit, bon, la génétique et notre liberté, elle est où? Et donc, pour ça, je vais me servir donc, comme personne qui veille à mes côtés pour vous en parler, de Ruth Feldman, une personne que j'admire énormément. C'est un chercheur donc, qui
a notamment développé quelque chose de particulier qu'on appelle la synchronie biocomportementale. C'est comment mon agir et ma biologie vivent ensemble. Quand je pose des actes, ça change mes hormones. Et cela, je peux m'en aider. Je peux m'aider, mes hormones peuvent m'aider. Vous voyez ? Comment on peut donc vivre mieux en respectant notre biologie et en prenant soin. Ça va ? Alors, on va avoir deux sous-thèmes. Tout d'abord, on va faire un rappel sur la place des gènes, des hormones, de l'éducation et de la liberté dans la construction de la personnalité. Et ensuite, on montrera comment les hormones en soi-même aident à l'unité corps-esprit. C'est en effet ce que Ruth Feldman, là qu'elle a fait ses plus grandes découvertes. Bon, les chromosomes, ils sont présents dans toutes les cellules, y compris le cerveau. Il n'y a que les globules rouges, pratiquement, qui n'ont pas de chromosomes XY ou XX. Et donc, ça nous aide énormément pour unifier notre personne. Donc, dans notre cerveau et dans nos autres organes, moi j'ai XY, les dames ont XX. Donc, ça nous aide, c'est un côté d'unification. Les hormones, quelque part, elles sont au service de tout ça. Elles agissent tout autant sur le cerveau que le reste du corps, et vous allez voir combien c'est vrai. Les hormones agissent sur mon cerveau et sur le reste du corps. Donc, ce qui me masculinise dans mon corps me masculinise aussi le cerveau. L'éducation est absolument essentielle parce qu'elle montre quel chemin je peux prendre pour devenir ce que je suis. L'éducation a pour rôle de m'informer, mais de m'accompagner, de m'encourager. Donc les jeunes dont vous vous occupez, c'est super important, si c'est des garçons, qu'ils voient la grandeur de leur horizon d'homme, et peut-être de père. Et si c'est des filles, la grandeur de leur horizon de femme, et peut-être de mère. Et c'est extrêmement important, parce que, comme cela, l'éducation vient participer, les aider à devenir ce qu'ils sont. Et enfin, c'est là qu'arrive ma liberté. C'est-à-dire que, avec tout ça comme matériau, c'est comme un chef d'orchestre, il a les instruments qu'il a devant lui, mais c'est lui qui va ensuite faire. Ça, c'est ma liberté. C'est que j'ai des violons, j'ai des, je sais pas moi, des cordes, mais avec ça, qu'est-ce que je vais faire ? C'est là qu'agisse ma liberté. Ma liberté, elle me permet d'exceller, en fait. Elle me permet d'exceller avec ce que j'ai. En effet, c'est vrai, les actions que je mène et les choix que je fais sculptent ma personnalité. En effet. Et donc, posant des actions qui me paraissent justes en tant qu'homme ou en tant que femme, je deviens plus homme, plus femme. En neurosciences, voilà la phrase qu'on garde un peu de Tetcher qui dit ça: le développement du cerveau est guidé par les gènes et sculpté par l'expérience, par ce que je vis. Donc, ce que je vis participe énormément. Si Mbappé n'avait pas fait de musculation, il ne nous aurait pas marqué les buts qu'il a marqués. Il faut l'expérience. Et c'est pareil pour le masculin et le féminin. Troisième question, mais alors, on a dit les hormones, ça aide. En quoi ça aide ? Eh bien, en fait, ce sont les mêmes hormones sexuelles qui agissent sur le cerveau et le reste du corps. Donc, c'est les mêmes hormones, la testostérone, notamment celle dont on parle le plus, qui vous donne, homme ou moi, notre forme masculine d'empathie. C'est une empathie qui est plus tournée vers la compréhension. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il aille mieux ? C'est classique le débat. Moi, je suis un vieux marié avec mon épouse. Isabelle me dit, il y a tel problème. Moi, je dis, oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ? Elle veut juste que je l'écoute. Donc, c'est pénible. Tu cherches des solutions, écoute-moi, c'est tout. On va chercher ensemble ensuite les solutions. Eh bien oui, en effet, notre forme d'empathie, nous, est plutôt des systèmes, des mécanismes. Quels mécanismes pourraient mettre en place pour améliorer ? Et on oublie un petit peu le mot sympa de dire simplement d'accueillir la souffrance. Mais notre testostérone est très importante pour d'autres choses. La testostérone donne confiance en soi. Elle nous donne confiance en nous. On en a besoin, n'est-ce pas ?
de confiance pour avancer. Elle nous rend très susceptibles au respect de nos droits. L'homme est en charge du respect de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Vous avez déjà entendu parler de subsidiarité? C'est que, je sais pas, j'imagine dans une troupe de scouts, la subsidiarité c'est important. Donc, si je suis capable de gérer, tu t'en mêles pas. Et ça, la testostérone nous fait être extrêmement vigilants là-dessus. C'est un des rôles masculins, c'est de veiller à ce que mon secteur, c'est moi qui m'en occupe. La troisième chose, c'est que la testostérone, c'est une sorte d'amplificateur. Amplificateur pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire que nous, la testostérone nous aide à faire des grands projets, et elle le fait vraiment un amplificateur extraordinaire, mais aussi de grandes bêtises. C'est-à-dire on peut être extrêmement violent. Donc, extrêmement violent, extrêmement bon ou extrêmement violent. Ça, c'est un effet de la testostérone. Du côté féminin, ce sont les mêmes hormones, estrogène et progestérone, qui développent les aptitudes maternelles. Je suis déjà bien long, je ne vais pas trop allonger, mais les aptitudes maternelles sont dans le cerveau comme dans le corps. Elles invitent la femme à prendre moins de risques. Il y a moins de sauts à l'élastique chez les filles, il y en a, mais moins. Plus de place donnée à la dimension émotionnelle dans la décision, heureusement qu'elles sont là. Normalement, souvent, je me dis, s'il n'y avait pas Isabelle à la maison, je crois qu'il n'y aurait jamais de fleurs. Voilà. Plus de prise en compte des étapes nécessaires pour atteindre un but. La testostérone ferme les communications entre l'amygdale cérébrale et le lobe préfrontal. Donc, nous les hommes, on est capable de prendre une décision en oubliant complètement toutes les étapes à atteindre pour atteindre un but. Par exemple, chérie, j'ai trouvé, on part vivre dans le Midi. La femme dit, attends, vivre dans le Midi, vendre la maison, trouver une école pour les enfants, le déménagement, qui va le faire? Voilà. Ça, c'est l'amygdale cérébrale. Parce que l'amygdale cérébrale, chez les filles, elle n'est pas coupée de connexion avec le lobe préfrontal. Donc une fille n'oublie pas tout ça au moment des prises de décision. Et vous voyez comme c'est important que les deux existent. Parce que dans une vie, il faut des gens qui disent « Et si on faisait ça ?» Puis des gens qui disent « Oui, mais c'est pas mal de faire aussi, de voir un peu tout ce qu'il y a à faire. » C'est la complémentarité extraordinaire entre hommes et femmes. Et moins d'inclination, du coup, à se lancer dans l'aventure sous l'effet des estrogènes. Et vous allez voir comme c'est merveilleux au niveau de la relation mère-enfant, mais entre amoureux, ou etc. Quand une maman allaite, le bébé tète le sein. Deux hormones sont sécrétées, l'ocytocine, la prolactine. L'ocytocine fait éjecter le lait. Des fois, il sort même que le bébé n'a pas encore tété. Il faut sortir à travers le soutien-gorge comme ça. Et une deuxième hormone, c'est la prolactine qui prépare la prochaine tétée, qui fait fabriquer le lait pour la prochaine tétée. Ces deux hormones agissent toutes les deux sur le cerveau. L'ocytocine aide à s'attacher à l'enfant et la prolactine aide à avoir envie de prendre soin de lui. Parce qu'un petit qui a toujours faim, qui fait caca, qui dort jamais, il faut être aidé quand même. Il faut être aidé. Eh bien, la prolactine aide ça. Voilà. Alors bon, comme je suis très long, je ne développe pas, mais je donne une conférence bientôt sur la paternité. Nous avons, nous aussi, une augmentation de prolactine et d'ocytocine, mais surtout si on s'occupe de l'enfant. Quand vous vous occupez d'un petit, vous sécrétez de l'ocytocine qui vous aide à vous attacher à lui et de la prolactine qui vous donne envie d'en prendre soin. De la même manière que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en mangeant que l'appétit vient, et c'est en dorlotant que l'attachement vient. Et donc, il est bon pour nous de poser des actes en harmonie avec notre biologie pour devenir ce que l'on est. Plus on posera des actes en harmonie avec notre nature, plus on deviendra ce que l'on est. Et donc, pour la troisième partie et dernière partie, alors ça commence à s'éclairer. Que sont donc le masculin et le féminin? Et on va le demander à Charles Darwin. Vous avez compris que j'aime bien Charles Darwin. Il a beaucoup de descendants, mais c'est un homme extraordinaire, Charles Darwin. Il ne faisait pas de neurosciences, mais il observait et il notait.
Il a passé plus de 4 ans, quand il était tout jeune, dans un bateau autour du monde, où il notait tout avec détail, et il a compris beaucoup de choses. Il cherchait d'où vient le beau, d'où vient la beauté, d'où vient la beauté. Hein, vous allez au bord de l'océan, vous avez des poissons colorés au fond de l'eau. D'où vient cette beauté? D'où vient la beauté des plumes? D'où vient la beauté des visages? Vous voyez? Pourquoi le sein est beau? La beauté. Pourquoi la beauté? Hein? Et donc il a travaillé là-dessus toute sa vie. Et d'où vient le masculin-féminin? Et à quoi servent ces différences psychologiques? Bon, la plupart des espèces sont sexuées. Plus de 95% des espèces sont sexuées. Pourquoi? Parce qu'au début, non. Mais certaines sont devenues sexuées, et c'est le sexué qui a dominé tout le développement des espèces. Parce que quand les espèces sont sexuées, c'est là qu'on gagne. En fait, donc ça envahit l'univers. Parce qu'en fait, la sexuation est une répartition des tâches. Ce n'est pas les hommes à la cuisine, lavent la voiture et les femmes font le repas. Ce n'est pas ça la répartition des tâches. Hein, c'est pas ça. C'est pas ça. La répartition des tâches, je suis déjà très long, je ne vais pas être plus long, mais regardez par exemple spermatozoïde et ovule. Le spermatozoïde, il est tout petit, il apporte, lui, l'information génétique de l'homme, un flagelle, et ce qu'il faut comme énergie par les mitochondries lui, son rôle, c'est de chercher l'ovule. L'ovule, lui, il est gros, pas de flagelle, mais il apporte toute la nourriture pour la première semaine de vie du produit de conception. Donc, cette répartition des tâches, c'est extraordinaire. C'est la première raison de la sexuation, c'est la répartition des tâches. On n'a pas tous les deux les mêmes aptitudes. Hommes et femmes, nous n'avons pas les mêmes aptitudes. Mais nous sommes complémentaires, nous avons une commune humanité, mais nous excellons chacun dans quelque chose au service de la conjugalité ou du groupe social. La beauté a fait travailler donc Charles Darwin toute sa vie, mais après, pendant un siècle, on a cherché à comprendre. La beauté, en fait, c'est parce que c'est l'attrait, l'attrait entre le masculin et le féminin. Pourquoi les fleurs se sont développées de manière magnificente? Au début, c'est parce que les insectes reconnaissent une fleur parmi d'autres. Et toute la nature, si vous êtes intéressé là-dessus, il y a beaucoup à s'émerveiller devant le Créateur. La beauté est ce qui permet la rencontre, l'attrait du masculin pour le féminin et du féminin pour le masculin, d'où jaillit la vie. En fait. Donc, la vie jaillit de l'attrait du masculin et du féminin. Et se produit alors un merveilleux phénomène de sélection dans les espèces qui fait que cela a accéléré énormément l'évolution des espèces et l'a, si j'ose dire, orienté vers le beau. Que l'on soit croyant ou pas croyant, c'est la même biologie. Et donc, le Créateur a donc préparé cette création où la vie jaillit du masculin et du féminin, et au travers de l'attrait l'un pour l'autre. On a plusieurs facteurs, mais deux facteurs principaux d'attrait. La beauté, c'est-à-dire d'être émerveillé, et la vulnérabilité, qui nous donne envie de prendre soin. Donc on a au moins deux grandes forces en nous, à tous les âges de notre vie, c'est notre beauté. Je le vois, vous avez tous de la beauté en vous. Et notre vulnérabilité, qui est notre deuxième grande don que donne la création, pas que chez les êtres humains. La vulnérabilité, c'est très important. Regardez simplement une maman girafe et son girafon, vous verrez que la vulnérabilité, c'est très très important. La vulnérabilité, c'est ce qui donne envie de prendre soin. Et donc c'est très très important. Et tout ça a jailli dans le masculin-féminin. Et puis donc, dans toutes les espèces,
il y a une forme de famille, qui est la protection au sein des familles. Je vais vous en parler un peu plus. Regardez par exemple, ces oiseaux, ce sont des inséparables. C'est des oiseaux, ils sont inséparables. C'est des amoureux de Pénès, ils sont inséparables. C'est pas parce que, comme ça, non, c'est dans nos gènes qu'il y a ceci qui est écrit, et chez eux, c'est très fort. Et ils sont inséparables toute la vie. Pour les cygnes, c'est un peu différent, mais ils ont aussi, que ce soit à Lyon, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le monde, les cygnes, le mâle et la femelle, ont la même manière d'être entre eux et d'être avec leur progéniture, car tout cela est écrit dans nos chromosomes. C'est la structure familiale des cygnes est écrite dans les chromosomes. La structure familiale des lions est écrite dans les chromosomes. La structure familiale des loups, vous savez que le loup est très fidèle. Ils sont fidèles pour toute la vie. C'est écrit dans les chromosomes. Et les éléphants n'ont pas du tout le même mode de vie, eux. C'est très matriarcal. Ce sont des femelles, mais là, il y a toutes les générations. Et vous savez peut-être que s'il y a une grand-mère dans le groupe, il y a 8 fois plus de chances que le petit arrive à l'âge adulte. C'est toute la création, l'importance des grands-mères, des vieux, qui est ça aussi écrit dans la génétique. Si bien que on voit que nous avons dans nos gènes quelque chose de très important qui distingue le masculin et le féminin. Ici, je vous ai présenté le lion et la lionne. Vous savez que c'est la lionne qui chasse. Elle est seule capable de chasser la journée, absolument seule. Et elle a à la fois le corps qu'il faut, elle court très vite, elle est svelte, et le tempérament qu'il faut. Un sacré tempérament, hein. Et pourquoi? Pour nourrir elle-même, mais surtout ses petits, et le mâle qui voudra le meilleur morceau en plus. Hein. Mais donc, c'est elle qui a la capacité physique et le psychisme pour chasser. Lui, regardez-le, il est pas mal, mais incapable de chasser. Absolument incapable de chasser. Par contre, si un autre mâle qui vient, la femelle ne peut pas se défendre. Elle n'est pas assez forte. Lui, il a à la fois le caractère de cochon et le physique qui va avec pour défendre la troupe. Vous voyez? Donc, notre masculin et notre féminin, s'est élaboré, s'est sculpté au cours des millions d'années en vue d'une complémentarité avec le cerveau qui va avec le corps. Donc, nos chromosomes portent en eux la structure familiale pour chaque espèce. Il en est même pour nous que pour les autres espèces. Les corps sont complémentaires pour transmettre la vie, mais les psychismes sont complémentaires pour la subsistance de la famille et de la société. Là, j'ai centré sur la famille, mais le masculin et le féminin, c'est une richesse extraordinaire pour la société. On le voit dans toutes les espèces, mais encore plus chez nous. Moi, j'ai eu le bonheur de travailler dans une équipe où, moi, j'ai dirigé une équipe pendant 17 ans. Il y avait des femmes et des hommes. Je ne vais pas être trop long parce que j'ai déjà été bien long, mais je peux vous dire que tous deux apportent quelque chose. La vraie complémentarité. Donc, on peut presque conclure en disant que le masculin et le féminin ont une place centrale dans l'évolution des espèces. Le masculin et le féminin, mais aussi les générations, le fait qu'il y ait des enfants, des parents, des vieux, tout cela, c'est une complémentarité nécessaire à la vie dans toutes les espèces et en particulier dans la famille humaine. Si bien qu'en conclusion, je pense que ces apports des neurosciences viennent compléter les réflexions des psychologues, des philosophes. On peut mieux accompagner les personnes qui expriment une souffrance, notamment ces jeunes qui expriment une difficulté dans leur croissance d'identité sexuelle, leur donner des orientations favorables à l'éducation des enfants, donc faire une éducation qui vraiment tient compte du fait que chaque jeune est en cours de développement vers un horizon d'homme, peut-être de père, ou vers un horizon de femme, peut-être de mère. Et donc, on peut aussi, grâce à cela, progresser dans notre intégration des dons de l'autre, notre émerveillement
moi, personnellement, plus je travaille là-dessus, plus je suis émerveillé par mon épouse Isabelle, parce que je comprends mieux certaines choses petit à petit, et j'espère que c'est pareil pour elle sur ma masculinité. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est fini.